Monsieur le directeur général des HUG, monsieur le directeur de l'EMANIS, mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de participer à cette réunion aujourd'hui. Je voudrais remercier les HUG pour organiser, pour préparer, pour répondre à des attentes qui sont les vôtres et que je perçois extrêmement soutenues, extrêmement attentives. Donc on est là pour répondre évidemment à vos attentes et aux attentes au demeurant très soutenues, non seulement des collaboratrices et des collaborateurs des HUG, mais de l'ensemble de la population genevoise. Je crois qu'on attend cette date du 15 décembre avec une impatience vraiment très très grande. Pourquoi ? Parce que les choses, il y aura un avant et il y aura un après 15 décembre. On va véritablement entrer dans le 21e siècle en matière de transport en général et de transport ferroviaire en particulier. C'est une révolution, en tout cas une grosse réforme. Moi, je n'hésite pas à utiliser le terme un peu fort, mais à dessein de révolution. Et on va, avec cette mise en réseau, avec la réalisation de ce chaînon manquant, le fameux SEVA, c'est-à-dire entre Cornavin, Eaux-Vives et jusqu'à Annemasse, ce chaînon manquant qui manque cruellement au développement de notre région depuis plus de 100 ans. C'était en 1912 qu'on envisageait et qu'on était prêt à démarrer le chantier de cette liaison. La Première Guerre mondiale a fait en sorte que malheureusement ça soit reporté plus tard. Ensuite il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et puis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, l'avenir n'était plus, hélas, plus au développement ferroviaire, mais au développement de la voiture. On croyait que le transport individuel motorisé allait résoudre tous les problèmes. Dans un premier temps, ce fut le cas. On a démantelé des lignes de tram. On s'apprêtait à démanteler définitivement, à la fin des années 90, la ligne entre Eaux-Vives et Annemasse. Et lorsque, sous la pression, sous la houlette de visionnaires, eh bien, on a combattu cela pour arriver à cette réalisation qui est aujourd'hui imminente. Le réseau, je ne vais pas revenir. Je pense effectivement que la comptabilisation des gares est relativement peu importante, que ce soit 42, 43 ou 45. Ce qui est très important, c'est qu'on va changer l'échelle, on va changer, ou plutôt gommer, estomper l'effet frontière que l'on a connu jusqu'ici, avec des conséquences considérables en matière de perte de qualité de vie, de perte de temps, de perte de substance économique aussi, avec des réseaux de transport congestionnés, les routes en particulier, qui coûtent non seulement, c'est le cas de le dire ici, dans un hôpital en termes de santé publique, mais également en termes de performance et de compétitivité pour notre économie. Il faut juste comprendre que cette nouvelle ère de la mobilité que l'on va introduire, dans le fond, si je prends des anciens schémas de compréhension, on imaginait en tout cas ce que représentait la construction d'une autoroute. Quand on a fait l'autoroute de contournement, on s'est dit, super, on circule tout d'un coup bien mieux à Genève. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est une autoroute, c'est l'équivalent d'une autoroute de contournement en souterrain, avec les caractéristiques, en tout cas sur le territoire genevois, d'un métro, puisque les stations sont relativement proches, eh bien, qui aura une capacité équivalente à une autoroute à deux voies de chaque côté, mais qui va passer dans le cœur de l'agglomération. Ça, c'est un élément, on mesure, on imagine ce que ça représente. Et deuxième élément, s'agissant, excusez-moi, je fais un focus particulier sur le territoire genevois, mais si on prend le cœur de l'agglomération, c'est-à-dire le territoire du canton de Genève, eh bien, lorsqu'on considère que 80% des habitants et 86% des emplois seront situés à moins d'1,5 km d'une gare du Léman Express, on mesure ce que ça risque et ce que ça va pouvoir changer. Et donc, ce que l'on doit faire, effectivement, c'est accompagner, et je vais y venir dans quelques instants, accompagner cette nouvelle infrastructure qui va constituer véritablement la colonne vertébrale de toute l'organisation des transports de notre région transfrontalière, eh bien, c'est faire en sorte, au niveau plus local, et c'est les mêmes réflexions qui sont en cours et qui sont même abouties dans les centres urbains de l'autre côté de la frontière, à Annemasse en particulier, du côté de Thonon, d'Évian et dans d'autres centres urbains plus petits, où effectivement il s'agit d'amener les clients au plus près et sur les gares
en particulier en prenant en considération le fait que nombre d'entre eux habitent à proximité de ces gares avec des fortes densités de population et que le dernier kilomètre ou le dernier kilomètre et demi, on doit tout faire en sorte pour qu'il puisse être parcouru par d'autres moyens, des moyens comme la mobilité douce, en particulier le vélo, la marche à pied et évidemment la réorganisation des transports publics, les bus et les trams. C'est ce potentiel-là qui nous fait dire, comme l'a dit M. Verheyen, qu'au minimum, on attend 50 000 passagers par jour. Et l'objectif, c'est de réduire fortement le trafic pendulaire qui, malheureusement, altère gravement la qualité de vie, et puis d'apaiser la circulation dans les centres urbains, et en particulier dans le centre de l'agglomération. Et ce que l'on souhaite vraiment faire, c'est d'arriver à changer les habitudes profondément, durablement, comme ont su le faire de nombre de villes en Suisse, en France et partout ailleurs, et qu'à Genève, on peine malheureusement depuis trop longtemps à concrétiser. Ça sera un puissant incitatif à des changements d'habitude, à des changements même culturels. Et pour cela, il faut venir avec des mesures d'accompagnement que je vais rapidement survoler. Alors, le premier des éléments, et pardonnez-moi, je sais que nombre d'entre vous n'habitent pas le canton de Genève, mais il faut imaginer que le concept que je vais vous décrire ici est répliqué également dans les centres urbains en France voisine. Il s'agit d'offrir des rabattements avec les transports en commun, avec les TPG à Genève, avec les TAC à Annemasse et ailleurs, sur les gares du Léman Express. Donc ce que l'on voit là, c'est de manière très schématique, ce qu'on le montre, c'est qu'à Genève, on va organiser ou réorganiser les lignes de bus en particulier, des TPG, pour offrir à chaque commune une liaison directe avec une gare du Léman Express et par là, effectivement, ensuite, s'appuyer sur le train pour réorganiser complètement les transports. On va, comme mesure d'accompagnement, augmenter la capacité de transfert modal et notamment de transfert voiture-rail avec une offre accrue pour les voitures et les motos. Plus de 3000 places sont déjà créées ou vont être créées à proximité immédiate des gares du Léman Express. Je prends par exemple du côté du Bachet, de Nancy-Bachet, où on aura une offre, on a la convergence du rail et de l'autoroute de contournement, on aura une offre très forte de près de 1500 places, presque 1500 places dans ce secteur pour favoriser ce transfert modal avec la description que vous avez là sur ce schéma. Je veux dire également ici, j'entends parfois des critiques, même assez souvent des critiques sur le fait que de l'autre côté de la frontière, chez nos amis français, des efforts insuffisants seraient faits pour cela. Je pense qu'il n'en est rien. Il est vrai qu'il y a quelques années maintenant, c'était au printemps 2014, il y avait une votation ici à Genève qui avait empêché le canton d'investir sur territoire français pour construire des places de P+R. Ça a occasionné un certain ralentissement dans le développement de cette offre, mais ce ralentissement, plutôt cette offre, est en passe d'être rétablie. Et j'ai eu l'occasion, durant la pause estivale, de faire un petit tour en voiture, parce que je pouvais aller pas en train encore, dans des gares. Je suis allé par exemple à La Roche-sur-Foron, à Bon-en-Chablais, à Cluses, bref, dans différentes gares pour voir par mes propres yeux les travaux qui étaient en cours. Et il y a des travaux importants, il y a des offres P+R par exemple dans ces différents secteurs qui sont tout à fait intéressantes et que je voudrais saluer. Autre élément très important, souvenez-vous, dans un rayon de 1,5 km, il y a 80% de la population et 86% des emplois, 1,5 km de chaque gare. Et donc, ce dernier mile, comme disent les Américains, ce dernier kilomètre et demi, on peut le parcourir avec la mobilité douce. On favorise l'utilisation du vélo, on favorise aussi la santé des habitants et des clients. Et on a tout un programme de développement de parcours cyclistes, de parcours piétons, pour favoriser l'utilisation de la mobilité douce en direction des gares. Et notamment, on a une offre très accrue et très forte, près de 5000 places
de vélos dans des vélostations où les vélos pourront être stationnés de manière sécurisée à proximité des gares sur le territoire genevois et sur le territoire en dehors du territoire du côté français. On a aussi une offre accrue de ce côté-là. Très important, je l'indiquais, il faut que nous puissions étendre et sécuriser les parcours, en particulier les parcours cyclables. Je pense en particulier, là je cite un exemple, par exemple pour le franchissement de rive à rive, qui permet d'ailleurs au demeurant de connecter les deux gares des Eaux-Vives et de Cornavin. On travaille, on a déjà réalisé par exemple des pistes cyclables bidirectionnelles sur le quai en rive gauche, on va faire la même chose sur le quai en rive droite, on va créer une passerelle qui va permettre de franchir également avec la mobilité douce à côté du pont du Mont-Blanc. On va compléter ce réseau. C'est ça le principe, compléter le réseau, un réseau cyclable qui existe, qui est assez continu en dehors de la zone urbaine, mais qui, lorsqu'on arrive en zone urbaine, disons, pêche par sa discontinuité et par son caractère un peu chaotique. Alors on va travailler sur un certain nombre, on travaille déjà avec la ville de Genève pour concrétiser et pour créer des parcours cyclables qui soient continus, qui soient confortables, qui soient sûrs. Et il en va de même, effectivement, avec les parcours piétons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis un accent très fort sur la qualité des espaces autour des gares. Ces espaces doivent être conviviaux, doivent faciliter le transbordement, par exemple, entre les trams et le train. Typiquement, à la gare des Eaux-Vives, nous avons réalisé durant l'été, on n'a pas pu le faire avant, il y avait des recours et il a fallu que la justice détermine le dévoiement des rails du tram. Donc, le tram arrivant devant la gare des Eaux-Vives va être dévoyé, va être redirigé juste sur le parvis de cette gare de manière à faciliter les transbordements et éviter que les gens qui passent du tram au train et vice-versa n'aient à traverser des voies de circulation routière. Bref, on travaille vraiment là-dessus et donc on développe ces infrastructures autour des gares, on aménage des interfaces pour faciliter les transbordements. Et ici, effectivement, s'agissant de l'interface entre le site ici hospitalier et la gare de Genève, Champel, Hôpital, est particulièrement, disons, accrue et soignée dans la mesure où, comme ça a été indiqué par M. Verren et par M. Levra aussi, je ne me souviens plus, mais en tout cas c'était notamment avec ce fameux tunnel souterrain dont la découverte, si vous ne l'avez pas encore vu, va être vraiment spectaculaire, avec ces tapis roulants qui vous amènent au cœur de la gare de Champel. Et vous êtes, je pense, et c'est aussi la raison de notre présence ici aujourd'hui, c'est que vous êtes un site qui sera particulièrement bien desservi et sur lequel nous fondons d'énormes espoirs. Et je voudrais saluer la collaboration extrêmement efficace que nous avons avec la direction des HUG, avec madame qui s'occupe de la mobilité ici au sein de l'établissement, des établissements, pour que tout ça se passe au mieux et ça se passera au mieux. Alors, s'agissant des horaires, on a eu quelques inquiétudes qui se sont exprimées, qui sont venues jusqu'à moi, notamment des organisations représentatives du personnel m'ont écrit un courrier très documenté d'ailleurs, indiquant les soucis qui pouvaient être les vôtres et ceux de ces organisations pour que les horaires soient bien adaptés au fonctionnement de l'activité hospitalière. Alors, c'est assez, j'espère que M. Verren, on verra aussi aux questions, a pu répondre à certaines craintes. C'est vrai qu'on ne change pas des horaires de train aussi facilement que cela. Donc, il faut savoir que si on change quelque chose ici à Genève, ça se répercute jusqu'à Romanshorn et au bout du réseau. Mais M. Levra m'a indiqué aussi que des ajustements sont aussi possibles du côté de l'organisation des horaires de l'hôpital. Et donc, je pense qu'on trouvera des solutions adaptées. Il ne m'a pas parlé de réduction d'horaire. Hein. Il ne m'a pas parlé de réduction d'horaire, ça c'est sûr. Mais il a dit que... Bah, bref, enfin, je laisserai répondre le cas échéant. Enfin, M. Levra a laissé entendre qu'il était peut-être plus facile de changer les horaires que de changer les horaires de train. Voilà, donc... voilà. Désolé, M. le directeur général. Voilà. Bon. Alors, je reviens à ce qui me concerne plus directement.
Je change un petit peu de sujet, mais enfin, pas tout à fait quand même, parce qu'il y a un lien évidemment direct. Vous savez peut-être, en tout cas certains d'entre vous, que, enfin tout le monde le sait qu'à Genève, la question des transports est un sujet épineux, et alors que dans bien d'endroits, dans bien des villes, dans bien des pays, c'est de loin et depuis longtemps devenu un sujet, je dirais, de société et du quotidien, et plus un problème politique ou un problème idéologique, à Genève, malheureusement, c'est toujours le cas. Et nous fondons l'espoir, effectivement, que la mise en service du Léman Express contribue à dépolitiser, à dédramatiser la question de la mobilité. La mobilité, en fin de compte, c'est un service. C'est un service que l'on offre à notre population, que l'on offre à nos entreprises, pour qu'on puisse se déplacer. On a des besoins de se déplacer, on doit pouvoir le faire de manière confortable, sûre, rapide, avantageuse, et évidemment aussi compatible avec les échéances et puis surtout les enjeux qui sont aujourd'hui, les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux. Et on a essayé, et le Parlement est parvenu dans un état, finalement, une situation qui a été jugée comme extrêmement positive, c'était en 2016, à un compromis. Voilà. Alors, comme tous les compromis, ils sont un peu parfois critiquables, mais au moins il a été accepté par le Parlement et ensuite il a été accepté par le peuple. C'était une votation en juin 2016 et c'était l'adoption de cette loi qui s'appelle la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée. Donc il y a cohérence, il y a équilibre dans ce titre et normalement elle devrait rallier tous les suffrages. Ça devrait pouvoir être le cas, mais encore faut-il pouvoir concrètement la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, avec une congestion des réseaux comme nous la connaissons, c'est extrêmement difficile de pouvoir la mettre en œuvre. On bouge quelque chose ici, on met une zone 30 à un endroit, on change une régulation de feu, puis tout est perturbé. Et donc, nous fondons l'espoir qu'avec la mise en service du Léman Express, avec au minimum 50 000 passagers jour, clients par jour qui vont l'emprunter, ça va nous donner un peu de mou, si vous me permettez cette expression, et que ce faisant, nous puissions mettre en œuvre la volonté populaire. C'est quoi cette LMCE? C'est dans le fond libérer autant que faire se peut, mais en donnant la priorité au transport en commun et à la mobilité douce dans certains quartiers. C'est les quartiers que vous voyez dans l'hypercentre en rose, hein, c'est la zone 1, et puis dans ce qui est en jaune, ce sont les quartiers que la loi prévoit d'être prioritairement desservis par les transports en commun et par la mobilité douce. En tout cas, dans ces zones-là, ce n'est pas le trafic individuel motorisé qui aura la priorité. Ça veut dire des zones 30, ça veut dire peut-être des zones 20, ça peut être des pistes cyclables, etc. Et le trafic individuel doit pouvoir être organisé et orienté de manière à ce qu'il puisse s'écouler de manière fluide. L'objectif, pour nous, ce n'est pas de créer artificiellement des bouchons, c'est de faire en sorte d'apaiser des zones, favoriser les transports en commun, favoriser la mobilité douce et faire passer le trafic individuel motorisé de manière fluide sur ce qu'on appelle la moyenne ceinture. C'est ce que vous voyez en violet. Hein, c'est le U donc, qui tourne autour de la rade, et puis ce qui contourne par l'ouest et ensuite par le sud le centre de l'agglomération. Et pour ça, il nous faut effectivement de la capacité, il faut mettre un peu de mou, et ça va nous permettre, la mise en service du Léman Express, de concrétiser cela et de faire en sorte que nous puissions répondre à la volonté populaire. Un chapitre aussi que je voudrais évoquer ici, et je sais que les réflexions sont en cours, et je salue la démarche qui est en cours ici au sein des HUG, s'agissant de la question du parquage des véhicules individuels, parce que le stationnement, c'est un levier essentiel, mesdames et messieurs, de la politique de la mobilité. Alors, lorsqu'on n'a pas d'alternative, et c'est, hélas, pour quelques mois encore, le cas, ce sera le cas s'agissant d'un certain nombre de zones, en particulier des nouvelles qui vont être desservies par le Léman Express, il y a aujourd'hui peu, voire pas d'alternative. Et là, on peut comprendre que pour se déplacer sur son lieu de travail, on soit obligé de prendre sa voiture. Mais lorsqu'une alternative existe et qu'elle est attractive et qu'elle est compétitive, on doit favoriser celle-ci.
Et il y a un problème fondamentalement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, s'il y a tout ce trafic pendulaire, c'est une lapalissade, c'est que les personnes qui utilisent leur voiture ont la possibilité de stationner leur voiture durant toute la journée, souvent à des conditions extrêmement favorables, souvent même d'ailleurs de manière totalement gratuite. Il y a en ville de Genève, mesdames et messieurs, 21 000 places de stationnement qui sont utilisées par des pendulaires, qui peuvent garer leur voiture toute la journée sans trop de difficultés. S'agissant de la Haute-Savoie, juste la Haute-Savoie, il y a plus de 80% des personnes qui viennent de la Haute-Savoie avec leur voiture qui déclarent n'avoir aucune difficulté à garer leur voiture et la laisser toute la journée. C'est la réalité des chiffres. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative crédible. Demain, il y en aura une, et donc il faut agir sur cette offre en stationnement parce que, pour plein de raisons, il y a des capacités existantes, par exemple dans les parkings publics. On doit pouvoir réduire l'offre, notamment sur le lieu de travail. Je travaille d'ailleurs avec les entreprises, moi-même qui viens du monde de l'entreprise, j'étais entrepreneur pendant 25 ans, je dis aux entreprises qu'elles ne peuvent pas fustiger, à juste titre, la congestion des moyens de transport en contribuant elles-mêmes, peut-être sans en être forcément conscientes, au problème. Regardons, faisons un travail d'introspection, et HUG le fait évidemment, mais là il y a une offre fantastique qui va être mise à disposition, mais il faut vraiment faire attention à cela, et on va travailler évidemment sur le stationnement en réduisant et en faisant en sorte que les places de parking soient attribuées de manière plus intelligente. Par exemple, à ceux qui covoiturent. Pourquoi les entreprises ne donneraient-elles pas la priorité en mettant à disposition des places de parc à ceux qui prennent la peine de venir à 2 ou à 3 avec leur propre voiture? C'est ce genre de démarche que nous souhaitons mettre en avant, tout ça pour redonner de la cohérence et de la fluidité à notre système. Alors, un petit sujet d'actualité politique. Justement, nous souhaitions, c'est ce que le Conseil d'État a fait, je souhaitais que nous puissions assouplir les règles. Quand je vous disais qu'à Genève, en matière de transport, on est dans une situation très conflictuelle, il se trouve qu'on a une loi, aujourd'hui en vigueur, qui empêche de supprimer des places de parc en surface, par exemple pour y faire passer des voies de bus ou des pistes cyclables ou que sais-je encore, voire même pour améliorer la fluidité du trafic individuel motorisé, et qui ne peuvent pas être supprimées parce qu'il y a des règles de compensation qui exigent qu'elles soient compensées par d'autres places de parc. Donc on est dans un cercle totalement vicieux, et donc on a présenté ce projet de loi au Grand Conseil, qui l'a voté avec une large majorité, mais cette modification de la loi de compensation des places de parc est attaquée, ou un référendum est annoncé, donc on aura l'occasion d'en débattre probablement si le référendum aboutit. Mais il nous faut absolument sortir de ces schémas rigides, et j'ajouterais éculés, et qui nous empêchent justement de maintenant franchir un pas décisif en matière de mobilité dans ce canton. On verra, c'est un sujet évidemment qui reste d'actualité, et on verra bien ce qu'il en sera. Quelques éléments sur le stationnement, parce que là aussi on va accroître notre action. Aujourd'hui, la Fondation des parkings, qui fait le contrôle de stationnement, des stationnements en surface, et puis qui exploite les parkings, un grand nombre de parkings souterrains, aujourd'hui, eh bien, 60%, c'est un peu diminué, mais en gros, il y a la moitié des personnes qui ne payent pas leur place de stationnement en surface. Donc, ça crée une offre, comment dirais-je, une offre supplémentaire. Le risque de devoir payer une amende est relativement réduit, et donc ces places sont utilisées de manière pour des longues durées, en l'occurrence par des pendulaires. Donc, on va améliorer ce fonctionnement et augmenter les contrôles avec des moyens technologiques appropriés, bien entendu. Mais je vous signale cet élément simplement pour vous montrer que notre action, elle se veut maintenant tout azimut.
Il faut qu'on couvre tout le champ, tous les leviers, qu'on utilise tous les leviers, l'objectif étant, je le répète, de maximiser l'efficacité du Léman Express, de maximiser l'efficacité des transports en commun et de faire en sorte qu'on redonne de la fluidité au réseau routier, en particulier pour l'économie qui perd beaucoup d'argent, perd beaucoup de temps, et puis également pour la santé publique. Ça, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'essaie de convaincre les pôles économiques et les entreprises que c'est dans l'intérêt, leur propre intérêt, de leur activité, que d'agir, et d'agir en particulier pour fluidifier, pour mettre un maximum de personnes qui ont des alternatives sur des systèmes de transport qui ne sont pas des systèmes de transport individuel motorisé. Et juste encore une statistique, vous voyez, quelle que soit l'offre, hein, même si vous avez une super desserte en transport en commun, même si vous avez des pistes cyclables qui arrivent devant votre bureau, etc., eh bien, quand un employeur met à disposition une place de stationnement pour son collaborateur ou sa collaboratrice, eh bien, dans 45% des cas, quelle que soit l'offre, si cette place est gratuite, eh bien, la personne choisira de venir en voiture. Si la personne doit payer ce taux, ce qui est le cas dans des entreprises responsables, eh bien, ce taux diminue, un tiers à peu près. Et s'il n'y a pas de place dédiée mise à disposition, alors les gens s'arrangent. Alors, tout dépend là, évidemment de l'offre que l'on a, l'offre alternative, mais ça tombe à un niveau qui est bas. Et les 84% que j'indiquais tout à l'heure, ce n'est pas du tout une idée de ma part de fustiger quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'offre, elle est faible. Il y a certes des transports en commun qui existent, transfrontaliers en particulier, mais on va véritablement connaître un saut qualitatif et quantitatif considérable. Et donc, ce pourcentage de personnes qui utilisent leur voiture aujourd'hui pour venir à Genève, des pendulaires, eh bien, il va devoir diminuer. En tout cas, ce qui va devoir diminuer, c'est que la difficulté, l'absence de difficulté pour stationner va devoir diminuer aussi. Ça sera un puissant incitatif, en plus de l'attractivité du réseau et des tarifs attractifs pour favoriser le transfert modal. Donc, au niveau des entreprises, même si alors, au HUG, le comportement est exemplaire, et puis ils sont même travaillés depuis longtemps au plan de mobilité, de manière très intelligente, je trouve. Eh bien, sachez qu'au niveau de l'administration cantonale, de l'Office cantonal des transports, on vient de mettre en place un guichet d'information et de conseils personnalisés qui est avant tout destiné à des entreprises qui ne sont pas dans la situation de HUG, mais qui cherchent justement des informations et cherchent à avoir une aide pour savoir comment mettre en place les plans de mobilité. L'État n'est pas toujours exemplaire, loin s'en faut, mais de notre côté, on essaye aussi de réaliser ce que l'on prône par ailleurs. Je ne vais pas revenir sur les détails, et notamment sur la desserte particulièrement attractive de la gare de Genève-Champel-Hôpital. J'ai parlé du fameux tunnel, mais évidemment toute l'organisation des TPG autour va permettre effectivement des transferts modaux autour de cette gare qui seront, à mon sens, tout à fait intéressants. Les horaires, j'avais prévu d'évoquer les choses, mais je ne vais pas le faire parce que M. Veren l'a expliqué, puis probablement on aura l'occasion d'en parler à la faveur des questions-réponses. Et puis les temps de parcours moyens, j'ai vu plusieurs d'entre vous déjà avec un prospectus, les prospectus qu'on va distribuer sur tout le territoire, qui sont ciblés d'ailleurs par zone, où on a ce genre d'exemple, et on voit effectivement que pour des parcours un peu pris au hasard, mais qui peuvent être des parcours tout à fait standards, on voit que en termes de temps de parcours, je ne parle pas du confort, je ne parle pas de l'agrément, je ne parle pas du fait qu'en se déplaçant de cette manière, on puisse évidemment avoir d'autres activités qu'en étant scotché sur son volant ou sur son guidon de moto, mais il y a visiblement un potentiel, un énorme potentiel de séduction, et j'espère vivement, vraiment vivement, que toute cette nouvelle offre saura vous séduire et saura séduire massivement la population. Donc voilà, on est dans une période charnière, et puis on m'a d'ailleurs posé la question de savoir pourquoi, après 5 ans, pratiquement 5 ans, au département des finances,
j'avais changé de département. Eh bien, je vais vous le dire, pourquoi? Parce que je trouve qu'on vit une période juste extraordinaire. C'est une période charnière, c'est une période fascinante. On sent qu'il se passe quelque chose de beau, de grand, et on espère de très efficace avec cette mise en service, mais il se passe aussi autre chose, il se passe quelque chose dans la société. Ce n'est pas seulement la question liée au climat, une brûlante actualité, mais c'est aussi, on sent qu'il se passe quelque chose d'un point de vue sociétal et générationnel. Ceux qui ont été élevés, biberonnés à la voiture comme ceux de ma génération, ce n'est pas ceux qui sont dans les générations montantes actuellement. C'est autre chose qui se passe. Ils vivent la mobilité comme étant un service, comme étant multimodal. Un jour, ils prennent leur vélo, ensuite, un jour, ce sera une trottinette électrique, et puis ils sauteront dans un train, ils prendront peut-être une voiture que leurs parents, je parle en connaissance de cause, voudra bien leur prêter, etc. Je pense aux jeunes. Et tout ça est en train de changer. Tout ça est absolument passionnant, d'autant plus que ça nous permettra de mettre en œuvre la volonté populaire avec la fameuse loi dont je vous parlais. Et puis je pense que ça va contribuer grandement à améliorer la qualité de vie, contribuera grandement aussi à la santé publique. Et puis, in fine, il ne s'agit pas de bannir le trafic motorisé, bien entendu, mais de réserver les routes, la capacité de celles-ci, prioritairement à celles et ceux qui en ont besoin pour leur activité professionnelle en particulier. Tous les autres devront bénéficier d'une alternative crédible, confortable et avantageuse. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai terminé. Merci pour votre attention.